Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo avant la nouvelle année d'ailleurs. Et je voulais aborder cette fois le thème du langage. Donc ma vidéo s'intitule Nouvelle réflexion sur le langage dans l'autisme. Mais en fait, il faut comprendre que ça va être plutôt des nouvelles connaissances que moi j'ai eues sur les difficultés de langage dans l'autisme et aussi mon propre témoignage, mes propres difficultés personnelles par rapport au langage. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis professeure de français, donc j'ai un rapport très fort à la langue, au langage. J'ai beaucoup lu, j'ai toujours aimé lire, j'ai appris à lire très vite en CP et j'aime aussi écrire. J'écris beaucoup depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10 ans, j'écris des textes, des nouvelles, des poèmes, des romans, etc. Tout ce que je peux, des journaux, des lettres. Que quand j'avais 16 ans, je voulais devenir écrivain, que c'était vraiment mon rêve ultime. J'aurais tué pour devenir écrivain. Aujourd'hui, je continue à écrire. Dès que je peux, je fais des ateliers d'écriture. Voilà, donc c'est pour moi le langage, c'est vraiment quelque chose, un rapport très affectif, très fort. Et le langage, c'est aussi ce qui nous définit en fait, ce qui définit un peu qui nous sommes, quand même notre identité, notre histoire. Et en fonction de notre vécu, c'est vrai qu'on n'a pas le même langage, en fonction de notre niveau, notre niveau social aussi. Pour moi le langage c'est très fort. Et en fait malgré tout cet amour que j'ai pour la langue, pour le langage, eh ben, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la langue et encore aujourd'hui avec le langage, malgré le fait que je sois professeur de français, puisque c'est pas parce qu'on est prof qu'on sait tout sur tout et qu'on écrit à la perfection et qu'on connaît tout le dictionnaire, hein, certainement pas. Et donc j'ai eu des petits soucis qui ont commencé au collège. Au collège en fait j'écrivais très mal. Je me suis mise à écrire très mal. Et en fait l'orthographe était complètement chaotique. La grammaire était aussi très difficile mais je travaillais dessus. Par contre l'orthographe c'était très compliqué. Et pourquoi c'était très compliqué? Parce qu'en fait j'en avais rien à faire. Clairement de l'orthographe. Je voyais pas l'intérêt de l'orthographe. Puisque pour moi ce qui importait c'était de pouvoir exprimer ses émotions, exprimer ses idées. Et tant que j'arrivais à le faire, peu importe la graphie des mots, enfin peu importe la façon dont les mots étaient écrits, si le fond y était. Donc pour moi, le fond était hyper important. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient aussi attachés à l'orthographe et finalement regardaient peu parfois le contenu. Et je me rappelle avoir participé à des concours d'écriture plus tard, donc en lycée, et avoir fait relire mes écrits à des copines ou même à mes propres parents et qu'en fait ils étaient catastrophés par l'orthographe et donc ils passaient leur temps à corriger mes fautes et que moi j'étais très choquée parce que moi ce que j'attendais c'était plutôt qu'ils me disent, qu'ils me parlent du contenu en fait, qu'ils me disent ce qu'ils pensaient de l'histoire, de l'imagination que j'avais, etc. Donc il y a eu ce problème là avec l'orthographe et aussi un peu la grammaire où vraiment j'étais fâchée avec et je comprenais pas l'intérêt d'apprendre en fait des règles communes, de langue commune, de façon dont on orthographie des mots, de façon dont on construit des phrases. Et pourtant, je veux pas dire que mes phrases étaient mal construites non plus, mais c'était très étrange. Et j'ai toujours eu même avec le temps quand j'ai fait des études et tout, parce que malgré toutes ces difficultés, j'ai quand même fait première L, terminale L, après j'ai fait des classes prépa, littéraires, et après j'ai fait des études de lettres. Donc c'est quand même assez ironique que malgré toutes ces études de lettres où j'étais avec les mots finalement en permanence, j'ai jamais réussi, enfin avec le temps j'ai réussi à m'intéresser un peu plus à l'aspect concret du langage, mais finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'abstraction, la capacité à s'exprimer, voilà, là encore. Et je me rappelle qu'en lycée, je faisais des commentaires de texte, mais à rallonge. Sur 4 heures, j'arrivais à écrire 15 pages. J'étais complètement... Je m'arrêtais pas d'écrire, en fait, c'est comme si je vomissais des mots en permanence. Et du coup, c'était maladroit, c'était mal construit, c'était pas assez voilà, contenu en fait, je pense, au niveau de ma pensée, de ma réflexion. Il y avait trop de choses. Et puis mes phrases, voilà, très souvent, moi en tant que prof, je vois ça aussi chez mes élèves, les phrases sont trop longues en fait. Les phrases sont... En fait, il faut faire des phrases plus courtes pour que ça éclaircisse le propos. Donc moi, j'avais ce défaut-là. Et puis aussi, je finissais par... En fait, mes phrases n'avaient plus aucun sens.
Et donc, je me rappelle que mon prof de français de l'époque m'avait dit qu'il fallait que j'écrive à l'Académie française pour qu'il repense l'orthographe et les règles de syntaxe. Mais il avait dit ça sur un ton un peu méchant et moi je l'avais pris comme un compliment en fait, voilà. Et après coup, j'ai compris qu'en fait ça en était pas un. Mais bref, j'ai souvent eu des problèmes donc d'expression à l'écrit et bon à l'oral. Alors je m'exprime bien, mais je peux aussi faire des erreurs. Et d'ailleurs, c'est vraiment un peu honteux chez moi parce que voilà, j'aime autant le langage, j'aime autant apprendre. Et c'est vraiment un complexe chez moi à tel point qu'à un moment donné, je me suis mise à lire le dictionnaire. Parce que je me suis dit, ça ne va pas, il y a des choses que j'ai mal intégrées. Et on m'a toujours parlé d'ailleurs de coquilles, de manière quand même plus ou moins polie pour pas me vexer, pour pas dire carrément des fautes à la fac. Mais j'ai vraiment un problème en fait à intégrer des règles. Et je voulais donc faire une réflexion là-dessus pour savoir en quoi c'était lié justement à l'autisme. Et j'ai trouvé des choses. Alors je termine sur mon témoignage parce qu'il y a aussi des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est notamment, j'ai toujours tendance à utiliser un mot pour un autre. Donc ça m'arrive très souvent. Et à chaque fois, ça me crée des grands moments de solitude. Donc je me rappelle très très clairement à un moment, j'ai dit, au lieu de dire il exulte de joie, j'ai dit, ou j'exulte de joie, j'ai dit j'expire de joie. Et en fait, j'ai vu que les gens me regardaient d'un air un peu moqueur. Et moi, je voyais pas le problème. Et en fait, voilà, c'est très souvent que je confonds les mots, que j'emploie un mot pour un autre. Et ce que je fais aussi, c'est utiliser des mots qui ont le même son. Donc ça, c'est à l'écrit. Parce que je trouve que ça fait joli. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Et du coup, quand j'avais 20 ans, j'ai écrit un texte dont j'étais très fière à l'époque. Avec plein de jeux de mots comme ça. Enfin, des mots qui se ressemblaient, que je mettais à côté. Alors que ça ne voulait rien dire. Pas au niveau de la syntaxe ni de la grammaire, mais au niveau de l'orthographe, hein, de la façon dont les mots étaient agencés. J'aurais pas d'exemple en tête, mais il y avait vraiment beaucoup de groupes de mots qui ne voulaient rien dire. Ça faisait très joli comme ça à l'oreille, mais ça n'avait aucun sens. Et en fait, quand j'ai relu mon texte 5 ans plus tard, là je me suis rendu compte que j'avais fait ce type d'erreur et je me suis dit mais c'est pas possible, mais comment j'ai pu écrire comme ça n'a aucun sens. Et plus tard, à 23 ans, j'ai écrit un roman entier où j'étais là aussi très sûre de moi, très fière de ce que j'avais créé et tout. Là encore, toujours sur le contenu, sur le fond. Et en fait, j'ai fait lire mon texte à mes amis de l'époque. Et mes amis m'ont dit, mais en fait, on n'a rien compris. Ton texte, ça n'a aucun sens. Et donc là, ça m'a fait très très peur quand même. Je me suis demandé, mais comment c'est possible que moi, je sois à ce point persuadée que mon texte est lisible et compréhensible et qu'en fait, pour les autres, ça ne veut rien dire. Mais parce qu'en fait, je crois que j'avais, c'est un peu fou de dire ça, mes propres codes de grammaire, d'orthographe, de syntaxe, je sais pas. Et donc, moi, je me comprenais en fait avec moi-même. Mais finalement, quand je donnais à lire à quelqu'un d'autre, il comprenait pas parce qu'il avait pas les mêmes codes que moi. En fait, c'était très autistique ce que je faisais. Et ça me fait un peu penser au manque de théorie de l'esprit, c'est-à-dire j'arrivais pas à me mettre à la place de l'autre et aussi à prendre en compte un peu le monde avec ses codes et tout, qu'il fallait respecter quand même globalement pour bien vivre en société. C'est vrai que c'est mieux d'avoir le même, au niveau du sens des mots, voir, de comprendre un peu la même chose, sinon c'est compliqué pour communiquer. Voilà. Donc moi j'avais pas du tout ça et surtout j'avais pas du tout cet intérêt-là en tête. Et donc ça a créé de grands moments de solitude. Et finalement, j'ai compris beaucoup plus tard, et notamment avec mon métier de prof, en quoi c'était très très important de pouvoir acquérir ce langage commun au niveau des mots en fait qu'on emploie, du sens des mots aussi, et à quel point aussi l'orthographe était tyrannique. Franchement, je trouve qu'on a une vision de l'orthographe en France. Déjà, on a une langue très très compliquée. Et moi, je tiens à dire, je fais des fautes. Pourtant, je suis prof. Je suis désolée, je bosse tout le temps sur mon orthographe. Je lis énormément. C'est pas pour ça que je fais pas de fautes. Pourtant, je suis pas dyslexique, je suis pas dysorthographique. Alors après, je suis oui, je suis dyspraxique. Je suis autiste aussi, peut-être que ça joue, mais voilà. Mais je trouve qu'on met une pression sur l'orthographe. Et il y a une forme de racisme. Donc les gens qui écrivent mal, tout de suite, en fait, on les casse. Et en fait, c'est un prétexte à humiliation. Et donc ça, moi, j'aime pas du tout. Et jamais je humilierai mes élèves par rapport à l'orthographe. Par contre, c'est vrai que quand on fait une dictée et qu'on a bossé sur des règles et que je vois que ces règles ne sont pas appliquées, bien sûr, ça m'énerve. Mais là, c'est un autre cas.
Mais voilà, jamais je jugerai des gens qui s'expriment mal parce qu'en fait, je connais pas leur histoire, je connais pas leurs troubles d'apprentissage éventuels, je connais pas leur traumatisme avec l'école aussi, avec la langue, parce que souvent le français, hein, c'est pas très bien. Souvent les élèves n'aiment pas trop le français à l'école, hein, et c'est un peu l'angoisse justement à cause de cette pression liée au langage. Et donc je m'arrête là. Donc voilà, j'ai toujours fait des erreurs un peu bêtes, je fais souvent des fautes. Appeler, je sais jamais comment ça s'écrit. Voilà, il y a deux P, il y a deux L, quand est-ce qu'on enlève le L, machin. Alors maintenant je sais parce que j'ai compris la logique. Mais en fait c'est très très difficile parce qu'aujourd'hui je dois réintellectualiser tout ça. En tant qu'enseignante je le fais, mais ça me prend quand même beaucoup d'énergie, vous vous en rendez bien compte. Et j'ai un autre exemple en tête et je m'arrêterai là-dessus, c'est à un moment, euh, j'allais à un spectacle et j'ai cru que j'allais voir le ballet Prège-Locage. Pour ceux qui connaissent, c'est de la danse contemporaine. Parce que j'avais lu un peu vite sur le ticket Prège-Locage et en fait, je me suis retrouvée à voir un truc de cirque qui n'avait rien à voir. Et quand j'ai relu le papier, j'ai lu Bellorage. Donc pour vous dire à quel point c'est compliqué, voilà. Et pourquoi je parle de tout ça? Mais parce que j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés de langage liées à l'autisme. Ça porte même un nom qui aujourd'hui n'est plus trop utilisé ou fait un peu polémique. Ça s'appelle le trouble pragmatique du langage. Donc selon Wikipédia, parce que je ne suis pas allée chercher très loin, ça se manifeste par un trouble de la parole chez les enfants qui ont des difficultés à organiser leur communication et qui utilisent un jargon avec des néologismes et des écolalies. Voilà, alors effectivement, moi j'utilise beaucoup de néologismes, même des paralogistes, c'est-à-dire que j'utilise un mot à la place d'un autre, donc c'est différent. Et des écolalies, bien sûr, quand j'étais petite, je répétais beaucoup des mots alors que ça n'avait pas de sens dans le contexte actuel et la conversation. Bon, aujourd'hui je le fais un peu moins. Voilà, donc ce trouble pragmatique, c'est une forme de dysphasie. Alors là encore, qu'est-ce que c'est que la dysphasie? C'est un trouble neurodéveloppemental du langage oral qui peut toucher donc les aspects réceptifs de la langue, donc décoder le langage reçu, mais aussi expressif, donc parler, au niveau phonologique, lexical et syntaxique. Et donc souvent les enfants dysphasiques, ils ont des difficultés à s'exprimer à l'oral, en fait à verbaliser ce qu'ils ressentent, à raconter des histoires, à réciter une leçon par exemple. Voilà, donc c'est tout ce qui a trait à la formulation orale, mais il y a aussi dans le fond de la dysphasie une difficulté de compréhension vraiment du langage en fait. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est pour ça qu'on dit voilà, dysphasie, difficulté de compréhension et donc de transmission à l'oral qui entraîne du coup des difficultés, des comportements inadaptés et forcément ça fait penser à l'autisme. Donc toutes ces infos là je les ai trouvées dans le site de la Fédération française des 10. Et je rajoute que dans la dysphasie, on a aussi des troubles visuospatiaux et des troubles anxieux, donc vous voyez, et des troubles sociaux, pardon. Donc c'est vrai que ça ressemble quand même ça ressemble pas mal à l'autisme. Donc je précise, pour la dysphasie, ça touche 5 aspects du langage oral, donc la phonologie, la perception du son de la parole, la morphologie, la compréhension de la parole écrite, la syntaxe, la maîtrise de l'ordre des mots et de la construction des phrases, la sémantique, la compréhension du sens des mots, donc là c'était mon problème souvent, et la pragmatique, la compréhension du sens des mots et leur utilisation dans divers contextes. Donc là encore c'est mon problème et du coup justement dans le trouble pragmatique du langage il a été réécrit en syndrome sémantique pragmatique et il est souvent confondu avec l'autisme. Alors il était souvent confondu parce qu'en fait ça a fait polémique et aujourd'hui je crois qu'on ne le diagnostique plus et qu'on ne l'utilise plus. Parce qu'en fait c'était une façon de ne pas diagnostiquer les autistes, de dire ils ont juste un syndrome sémantique pragmatique, ils ont juste des difficultés, vous savez, de réciprocité sociale, et en fait c'était une façon de minimiser l'autisme. Donc ce qui veut dire qu'on aurait tous en fait des difficultés de langage, des difficultés de sémantique, donc de compréhension du sens des mots, et des difficultés de pragmatique, donc de compréhension du sens des mots et de leur utilisation dans divers contextes. Je ne parle pas de la pragmatique au sens social, c'est-à-dire s'adapter à une situation sociale, au niveau du corps, au niveau du ton de la voix, parce que ça c'est encore différent et c'est aussi effectivement un problème lié à l'autisme. Mais là, je parle vraiment de personnes autistes qui ont un très haut niveau de langage, qui apprennent à lire et à parler très vite, mais qui ont des difficultés qui demeurent. Donc, c'est mon cas. Et d'où ça vient ça en fait, c'est cette petite subtilité, ça viendrait peut-être aussi voilà, de difficultés liées à la pragmatique et à la sémantique. Mais ce n'est pas une dysphasie, même si ils l'ont classé dans la dysphasie, sauf que dans la dysphasie, il y a quand même des difficultés de compréhension.
Vraiment, il y a des retards de langage, il y a des retards et des difficultés oui, des retards de compréhension, des enfants qui parlent tard. Alors que les personnes autistes qui ont un haut niveau de langage, ils parlent très tôt. Donc en fait, ça, c'est un peu, voilà, ça s'oppose, c'est pas logique. Donc c'est autre chose encore. Voilà. Et ce syndrome-là, il est souvent associé aussi au TDAH et à la dyspraxie, puisque bien sûr, le TDAH avec l'agitation motrice, ça crée aussi une agitation de la pensée, et donc ça crée de la confusion et ça crée des difficultés à verbaliser. Je pense aussi que toutes les personnes qui élaborent beaucoup, qui ont un imaginaire très riche, et c'est le cas de beaucoup d'autistes, et bien forcément ça va créer ensuite plus de confusion. Parce que toutes ces idées, toutes ces pensées, tous ces ressentis, il faut les classer, il faut réussir à les exprimer, à les ressentir, puis à les exprimer, à ce que ce soit clair pour nous, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Ça, c'est pas évident. Voilà, donc forcément, ça crée plus de confusion, plus de difficultés potentielles au niveau de la langue. Voilà. Donc du coup, ce syndrome sémantique pragmatique, qu'est-ce que c'est selon ce que j'ai trouvé les recherches? C'est une altération du contenu et de l'usage du langage avec, par rapport aux autres troubles du langage, une préservation de la forme langagière. Donc c'est ce que je disais au niveau phonologique et syntaxique. Voilà. Mais c'est une altération sélective de la pragmatique langagière, qu'est-ce que je suis en train de raconter, de la formulation et de la compréhension du discours connecté. C'est-à-dire qu'on est capable de bien communiquer au niveau des regards, des gestes, des expressions faciales. Alors pas tous les autistes, hein, mais des autistes qui parlent très, très vite, très, très jeunes. Donc ils disent on a une certaine verbosité, on est capable de nous exprimer avec un vocabulaire très riche, même parfois supérieur à la moyenne. On est capable de communiquer aussi de façon... on est très à l'aise à l'oral, contrairement aux enfants dysphasiques qui du coup sont beaucoup en retrait et sont beaucoup inhibés parce qu'ils sentent qu'ils sont en difficulté. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire, hein. C'est juste qu'ils ont des difficultés liées à leur trouble d'apprentissage. Et donc ça donne, malgré cela, malgré cette richesse au niveau du vocabulaire et cette volonté de communiquer avec l'autre, on a des interventions inappropriées, on a des difficultés de compréhension et notamment je rajouterais aussi par rapport à la compréhension au sens trop littéral souvent des mots par rapport à un contexte, etc. Donc sur le versant pragmatique, on a une difficulté à maintenir un thème de conversation, parfois on va répondre à côté, on va faire des monologues, des questions répétitives dont on connaît déjà la réponse et des formules toutes faites et plaquées qui nous rassurent. Et sur le versant sémantique, on a l'évocation de mots qui est difficile ou le choix des mots qui est atypique. Et ça me parle totalement. C'est vraiment moi, c'est-à-dire que j'utilisais des mots qui n'avaient aucun rapport. Et juste parce que je les trouvais jolis ou parce que, je sais pas, je les avais en tête à ce moment-là. Donc, franchement, parfois, je pense que l'autre devait se dire, mais elle est débile ou quoi celle-là? Voilà. Malgré un vocabulaire étendu. Donc, le versant sémantique, c'est vrai que ça me fait plus penser aux autistes type Asperger. Et le versant pragmatique avec les difficultés, voilà, vraiment le côté un peu plus mécanique de la conversation qui n'est pas naturelle, ça me fait plus penser à des autistes, par exemple, de haut niveau, etc. Voilà, même si il faut plus parler de ces autistes-là de cette façon. Mais il y a quand même des différences dans l'autisme. Donc voilà. Et avec en plus, bien sûr, ce manque de cohérence parfois dans la conversation et aussi de compréhension littérale des énoncés. Donc c'est vrai que pourquoi je parle de ça, ça paraît un peu abstrait, peut-être compliqué, mais je pense que c'est important de ne pas minimiser ça chez nous. De pas se dire ah bah je suis nulle, enfin comme moi souvent je me suis dit hein, pourquoi j'arrive pas à savoir à quel moment on met deux P et à quel moment on met deux L dans appeler, malgré toutes ces années d'études et de pratiques professionnelles en plus en tant que prof de français, c'est un peu la honte. Mais je pense qu'il y a vraiment des difficultés c'est aussi lié à la pensée et du coup de langage et qu'il faut les comprendre, il faut les regarder, les observer avec distance, ces difficultés et se dire ok, bon, moi effectivement parfois c'est un peu compliqué, je fais comme ça, parfois j'utilise un mot pour un autre, voilà. Mais c'est vrai que moi c'est vraiment douloureux parce qu'en plus c'est le rapport à la langue, c'est quelque chose de très affectif pour moi, puisque les livres m'ont un peu sauvée, m'ont un peu consolée. Mon métier, forcément, je suis censée être un peu modèle, je sais pas comment dire, argument d'autorité par rapport à la langue, alors que, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ma discipline, c'est beaucoup plus la littérature, l'imaginaire, la créativité que la grammaire et l'orthographe, etc. Bien sûr, même si je sais que c'est important. Mais néanmoins, avec le temps, j'ai réussi à trouver des stratégies et finalement, j'aime bien la langue. Par exemple, j'aime bien l'étude des mots, l'évolution des mots.
Récemment, j'ai appris que hasard, ça venait de l'arabe, que ça voulait dire les dés. Et là, j'ai eu un petit déclic dans ma tête et j'aime bien avoir ces petits déclics, me dire c'est intéressant. Donc j'aime beaucoup étudier les mots, l'évolution des mots. J'aime aussi, finalement, je trouve que c'est rassurant aussi d'intégrer les règles. Ça permet de contenir, ça permet de se dire, je peux m'appuyer sur ça, ok. Et puis tout le monde a un peu les mêmes codes, donc finalement, c'est moins angoissant que quand j'avais mes propres codes. Et puis j'ai compris aussi que ma façon de parler était atypique avec mon vocabulaire. Et maintenant, je prends un peu de recul et c'est vrai que je vais avoir ce réflexe très souvent d'expliciter mes associations d'idées, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais on m'a aussi beaucoup reproché dans mes copies de passer du coq à l'âne, ce qui me choquait parce que dans ma tête, la réflexion était limpide, donc je ne comprenais pas pourquoi l'autre ne comprenait pas. Et oui, c'est juste parce qu'en fait, j'avais pas explicité pourquoi je passais d'une idée à l'autre. Moi, je voyais le lien de manière évidente, mais l'autre non. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai souvent ce petit réflexe de me dire, ah oui, je pense à ça, je dis ça parce que je pense à ça m'a fait penser à ça. Voilà. Alors c'est un peu coûteux, cognitivement, je le fais pas à chaque fois, mais quand je vois que c'est nécessaire d'expliciter le lien que je le fais parce que j'ai réussi à me mettre un peu plus à la place de mes amis neurotypiques et à me dire, en fait, peut-être que eux, ils voient pas les choses comme ça, donc je vais les amener comme ça. De la même façon, j'ai aussi fait une vidéo sur les neurotypiques et leur façon de s'exprimer, je crois. Et du coup, ça me permet moi aussi de mieux les comprendre, en fait, d'essayer de un peu plus me mettre à leur place. Et c'est vrai que ce qui est compliqué pour moi en tant que prof, c'est que dans une classe de 30, je vais avoir peut-être 5 enfants atypiques et 25 enfants neurotypiques. Ou peut-être un peu plus, mais bon, voilà. Pas plus de 10, je pense, enfants neuroatypiques. Et donc, du coup, il faut que je m'adapte à des enfants neurotypiques qui n'ont pas la même façon de penser que moi. Et ça, c'est très compliqué. C'est vrai que il y a quelque chose au niveau du ressenti. Je sens qu'avec les enfants atypiques, c'est beaucoup plus, ça match beaucoup mieux. Il y a un truc instinctif, il y a un truc, je sens qu'on est connecté, quoi. Alors qu'avec les enfants neurotypiques, parfois, c'est difficile. Je trouve qu'ils sont très, justement, ils sont beaucoup dans le fonctionnel. Et ça me fait peur pour des jeunes qu'ils ne soient pas dans l'émotion ou dans l'imagination ou dans une forme de joie de vivre. Parfois, je trouve qu'ils sont un peu... voilà, ça me rend un peu triste de voir qu'ils sont très... justement, eux, ils aiment les règles, ils veulent des règles, ils en redemandent, ils veulent de la clarté. Quand c'est pas clair, ils me redemandent. Enfin, voilà. Mais après, c'est intéressant. Mais voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, retenez bien, syndrome sémantique pragmatique, si ça vous intéresse. Je mettrai les références dans la barre d'infos. Je précise que ce terme n'est plus utilisé, qu'il a fait polémique, mais ça nous permet quand même d'un peu mieux comprendre l'autisme. Et je finis d'ailleurs en disant que dans les diagnostics, jamais on ne parle de ça. Jamais on nous pose la question comment vous écrivez, comment vous parlez, la question de la façon de s'exprimer, la façon de penser le monde, alors qu'on est quand même une neuroatypie, donc forcément que ce serait une question judicieuse à penser. Elle n'est jamais évoquée. Et c'est dommage, voilà, parce que ça pourrait aussi être un petit diagnostic de voir, tiens, il répond à côté, tiens, le vocabulaire qu'il utilise, il est très riche, en même temps, parfois, il fait des fautes, tiens, voilà. Voilà, c'est tout. Et ben, je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous retrouve très très vite, j'espère. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.